Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 5 janvier 2023. Le jeudi 5 janvier 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 13h autour de l'ordre du jour suivant. Les dossiers à examiner, les communications ministérielles et les divers. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a donné la parole à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son allocution à l'occasion du premier Conseil des ministres de l'année 2023. En prenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a adressé à l'endroit de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à celui de sa famille, au nom du gouvernement et en son nom propre, ses vœux de paix, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Il a tenu à rappeler que le 7 février 2022, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lui a accordé sa confiance en le nommant au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, tout en lui confiant la responsabilité de poursuivre la coordination de l'action gouvernementale conformément à sa vision. C'est donc de cet engagement qu'implique la confiance pour chaque membre de l'équipe gouvernementale et pour lui-même, qui a permis d'emporter la confiance des élus de la nation lors de la déclaration de politique générale du gouvernement qu'il a présentée le 4 avril 2022 devant l'Assemblée nationale. Il a cependant rappelé que le nouveau quinquennat s'inscrit dans la déclinaison de la vision de l'émergence nationale en 4 axes, à savoir la paix, la sécurité et les relations extérieures, relance économique, promotion du secteur privé et réforme des finances publiques, développement des infrastructures et secteurs productifs, l'opérationnalisation du port sec de PK26, etc. Il a également noté que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a su créer les conditions favorables ayant permis d'entretenir la résilience et de renforcer la confiance tout au long de l'année. En dépit d'un environnement financier et international plutôt morose et une campagne de déstabilisation des institutions opérant par la manipulation politique et géopolitique, la désinformation et les attaques terroristes contre notre population, ainsi que les infrastructures économiques. Le gouvernement et lui-même reconnaissent que grâce à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur le plan sécuritaire, nos forces de défense et sécurité, dont nous ne cessons de saluer la bravoure et le professionnalisme, demeurent déterminés à contrer toutes les velléités de déstabilisation des institutions démocratiques, comme elles l'ont d'ailleurs démontré en décembre 2020 et janvier 2021. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a mentionné que sous l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le gouvernement avait organisé un séminaire gouvernemental du 10 août au 6 septembre 2022, lequel a jeté les bases d'un nouveau paradigme. Les recommandations issues donc de ce séminaire constituent désormais les déclinaisons de la vision du Président de la République, invitant à prendre notre destinée en main. Aussi, la volonté affirmée par le gouvernement d'améliorer les relations avec les partenaires techniques et financiers à travers la mise en œuvre des réformes hardies dans tous les domaines porte leurs fruits avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne et les autres institutions sous-régionales.
Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a renouvelé son engagement et celui de tous les membres du gouvernement et relevé les défis majeurs qui ont jalonné notre parcours en 2022 et de s'attaquer avec plus de détermination les réformes qui seront entreprises en 2023 à titre poursuivi. Enfin, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est fait un point d'honneur dans l'exécution des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à travers la mise en œuvre effective des recommandations du séminaire gouvernemental par les membres du gouvernement au principe de redevabilité, au devoir de leur charge, ainsi qu'à l'obligation de promouvoir une gouvernance saine et transparente, la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics, les fraudes ainsi que les mauvaises manières de servir. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a souhaité en retour ses vœux sincères de santé, de longévité, de bonheur et de réussite dans les missions respectives au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement. Ces vœux ont été également adressés à leurs familles ainsi qu'à leurs collaborateurs respectifs. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a rappelé au Conseil qu'en jetant un regard rétrospectif sur l'action gouvernementale au cours de l'année 2022, il reconnaît que le gouvernement et l'ensemble des pouvoirs publics ont globalement œuvré dans le sens de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et du progrès économique et social de notre pays. Et de poursuivre que ces réformes entreprises ainsi que la maîtrise des dépenses publiques ont permis au pays de résister au choc du changement climatique, de la pandémie du Covid-19, de la crise en Ukraine et ainsi que de la suspension de l'aide budgétaire. La mobilisation des recettes domestiques et la bonne maîtrise des dépenses publiques ont donc permis de faire face aux charges régaliennes de l'État. Cependant, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a noté sans complaisance les faiblesses observées sur plusieurs membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions en 2022. Il s'agit, entre autres, du regard de nos citoyens qui relèvent que les actions de certains ministres n'étaient pas du tout visibles, soit par manque de communication ou de collaboration, soit par manque de dynamisme dans l'exécution des lettres de mission. L'absence d'anticipation et de proaction sur certains événements protéiformes qui ont émaillé l'année 2022. La pensée également que le gouvernement n'a pas commandité une étude pluridisciplinaire sur les conséquences de la crise en Ukraine, sur la persistance du Covid-19 ou sur la suspension des appuis budgétaires afin de prévenir les conséquences sur le plan économique, financier, sécuritaire, humanitaire et même social. Plusieurs cas d'absence injustifiée de certains membres du gouvernement au Conseil des ministres, le plus souvent des raisons personnelles, ont été invoquées pour justifier de longs séjours à l'étranger au détriment des affaires publiques. Certains ministres ont suivi les sentiers battus. Peu d'initiatives, peu d'innovation et se confortant dans le règlement des parapheurs. L'absence d'une collaboration franche entre certains ministres et le capital humain mis à leur disposition, mais aussi avec les partenaires de notre pays, ce qui pourrait justifier l'insuffisance des résultats. Certains membres du gouvernement sont moins à l'écoute de la population, des partenaires
et même de l'Assemblée nationale. Certaines publications supposées personnelles des ministres sur les réseaux sociaux ont suscité de vives critiques sur la qualité du gouvernement. Les décisions intempestives prises sans concertation ou consultation préalable par certains membres du gouvernement, le plus souvent en dehors de la légalité, ont failli mettre en difficulté le gouvernement devant l'opinion nationale et certains partenaires. L'action gouvernementale a baissé d'intensité par intermittence faute d'engagement soutenu de certains membres du gouvernement à innover ou de diligence dans le traitement des dossiers. Non-respect de la solidarité gouvernementale, de la discrétion, du devoir de réserve, de l'obligation d'intégrité, de l'obligation de moralité et de dignité, du devoir de probité et de loyauté vis-à-vis de la République. Certains membres du gouvernement ont affiché sur les réseaux sociaux des positions critiques sur les délibérations en Conseil des ministres. La discipline dans les prises de parole dans les médias publics, privés ou sur les réseaux sociaux. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a rappelé dans son discours inaugural du premier Conseil des ministres qu'il a inscrit son projet de société dans la continuité, car tant de projets vitaux entamés sous le premier mandat, mais interrompus par la résurgence de la violence et des effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19, doivent être conduits à leur terme. Étant entendu que les lettres de mission qui ont été données par le Premier ministre, chef du gouvernement, enrichies des recommandations du dialogue républicain et du séminaire gouvernemental, ont rappelé les principaux axes du programme de société et leurs échanges d'exécution, leur mise en œuvre ne doit pas souffrir. Pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nos concitoyens font face à des situations difficiles avec la flambée des prix des produits de première nécessité. Ils voudraient, dans ce cas, avoir l'assurance de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité. C'est pourquoi le gouvernement a donc la responsabilité de les rassurer par des actions concrètes, de leur apporter des solutions par des innovations majeures, des réformes courageuses, dans la mesure où les recommandations du dialogue républicain et du séminaire gouvernemental contiennent des solutions idoines et innovantes aux défis qui se posent à notre société. Chaque ministre devrait s'approprier ces recommandations pertinentes et engager des réflexions approfondies pour leur mise en œuvre efficiente. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a remercié Monsieur le Premier chef du gouvernement de l'engagement pris au nom du gouvernement de veiller à la poursuite des réformes institutionnelles afin de consolider les acquis et répondre aux besoins vitaux de nos concitoyens. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a insisté face à la grogne sociale consécutive à la pénurie de carburant et de l'inflation et des tensions inflationnistes, que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour approvisionner de manière pérenne le pays en produits pétroliers et de première nécessité, d'une part, et mener une réflexion pour anticiper sur les conséquences de l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, d'autre part, tout en mettant en exergue les effets néfastes de l'embargo imposé par le processus de Kimberley sur les diamants centrafricains, de l'embargo sur les armes qui n'est pas totalement levé, ainsi que la suspension des aides budgétaires. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a encouragé Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de mener des actions
pour atténuer les effets néfastes de ces mesures et d'intensifier les actions pour une levée totale et définitive de ces embargos, ainsi que la suspension des aides budgétaires. Par ailleurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a insisté sur le recentrage de notre diplomatie sur les grands enjeux de développement économique. Elle doit être plus efficiente et plus proactive. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé au gouvernement de renforcer les relations avec nos partenaires traditionnels et d'explorer de nouveaux horizons favorables au renforcement de notre souveraineté nationale face à une compétition impitoyable qui met en péril le multilatéralisme. Une meilleure exécution de la feuille de route et de l'accord cadre de coopération ainsi que les projets stratégiques entre le gouvernement et l'Alliance internationale des BRICS offriront d'énormes opportunités de développement pour notre pays, a-t-il recommandé au gouvernement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a demandé l'arbitrage du Premier ministre, chef du gouvernement, afin d'éviter que les membres du gouvernement prennent des initiatives allant dans des sens opposés ou fassent des déclarations publiques qui sont de nature à remettre en cause la solidarité gouvernementale. À cet effet, il a recommandé une vigilance accrue dans le contrôle de la légalité des actes administratifs pris par les membres du gouvernement. L'État perd systématiquement les procès, non seulement à cause de la corruption, mais également à cause des décisions intempestives prises sans concertation ou consultation préalable par certains membres du gouvernement, le plus souvent en dehors de la légalité. Il leur a demandé de s'imposer et d'imposer leurs collaborateurs les valeurs d'intégrité morale, de probité, d'équité, de transparence, du goût du travail et surtout de la lutte contre l'impunité et la corruption. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donc instruit Monsieur le Premier ministre de veiller au bon fonctionnement de la cellule de veille contre la corruption, les détournements de deniers publics, la concussion, les extorsions de fonds, les fraudes fiscales et douanières, les infractions assimilées et les mauvaises manières de servir et de réserver des suites aux dénonciations faites par nos concitoyens. De respecter et de faire respecter l'état de droit, de préserver l'unité nationale, la cohésion sociale et le caractère laïque de l'État, gage de progrès économique et social. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également insisté sur le recentrage des politiques publiques sur l'épanouissement de l'homme centrafricain. Pour terminer, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a exhorté le gouvernement à consolider les acquis de l'année 2022 et d'accélérer les réformes, de travailler à répondre de manière efficace aux besoins sociaux de la population, à réduire les trains de vie de l'État, à intensifier la lutte contre la corruption, d'être toujours à l'écoute de la population qui reste notre baromètre en faisant preuve d'une disposition d'esprit, d'une capacité réelle à nous remettre en cause, a-t-il conclu. Au titre des dossiers à examiner, le ministre des Transports et de l'Aviation civile a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'activité d'assistance en escale à l'aéroport international de Bangui-Mpoko. Le ministre a indiqué que le gouvernement centrafricain a confié par un contrat de concession de services publics conclu le 3 mai 2007
L'exploitation de l'activité d'assistance en escale à l'aéroport international de Bangui-Poko pour une durée de 10 ans à la société Aviation Handling Service AHS, expiré le 2 mai 2017. Ce contrat de concession a été reconduit par tacite reconduction pour la même durée. En dépit des engagements pris pour son renouvellement, le matériel d'exploitation utilisé par AHS est composé en majorité d'engins et d'équipements hérités de l'ancienne Air Afrique, dont certains ont été mis en service depuis plus de 45 ans. Leur vétusté représente donc une menace pour la sécurité et la sûreté du transport aérien. Le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société AHS est d'environ 2 milliards de francs CFA contre les charges de fonctionnement n'excédant pas 750 millions de francs CFA. Ces sociétés, malheureusement, refusent systématiquement d'investir pour renouveler le matériel d'exploitation. En outre, plus de 15 années d'exploitation, elles refusent catégoriquement d'ouvrir son capital social aux nationaux, comme convenu lors de la signature du contrat. Les dirigeants sociaux sont des expatriés, tandis que les salariés centrafricains sont relégués à les fonctions de manutention. La société AHS excelle dans les faussetés et les fausses déclarations. En témoignent les faux agréments d'exploitation produits pour se maintenir en activité, ainsi que les fausses informations fournies. À cet effet, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile, dans sa prise de service, a engagé la société AHS à se conformer à sa mission en améliorant la qualité des prestations, en renouant le dialogue social, en lui soumettre la liste exhaustive actualisée du matériel d'exploitation ainsi qu'un programme d'investissement pour le renouvellement du parc, assorti également d'un calendrier de sa mise en œuvre. N'ayant reçu aucune réponse satisfaisante, le ministre a saisi la cour d'appel de Bangui qui a commis 2 experts judiciaires aux fins de vérifier à la fois la qualité de l'exploitation et l'état du matériel. Le rapport rendu par ces experts judiciaires est accablant. 4 lettres envoyées de mise en demeure sont restées infructueuses. Il convient de rappeler que les textes régissant l'exploitation de l'activité d'assistance en escale exigent donc du concessionnaire, en plus du contrat de concession, l'obtention par arrêté du ministre en charge des transports de l'aviation civile d'un agrément d'exploitation. L'arrêté numéro 001-MTAC-DIRCAB-DG-TAMH du 18 octobre 2017 portant renouvellement de l'agrément d'exploitation à la société AHS pour une durée de 5 ans expire le 31 décembre 2022. Les textes précisent que 3 mois avant la date d'expiration, la société introduit sa demande de renouvellement de contrat dans les mêmes conditions de fond et de forme. Au 30 septembre 2022, date limite, aucune demande de renouvellement n'a été adressée par la société AHS à cet effet. Ainsi, à partir du 1er janvier 2023, AHS ne sera plus juridiquement en capacité de poursuivre l'exploitation faute d'agrément. Dans le souci d'éviter à notre pays de s'exposer à une paralysie de l'activité aéronautique et de sauvegarder les intérêts de l'État centrafricain, le ministre a sollicité du Conseil l'approbation du dit contrat avec un nouveau partenaire. Au terme des débats,
le Conseil a marqué son accord pour mettre fin aux activités de la société AHS et d'autoriser l'exploitation de l'activité d'assistance en escale à l'aéroport international de Bangui Mpoko au nouveau partenaire, la Société internationale technologie handling service ITHS, qui a rempli toutes les conditions requises. Le ministre chargé des mines et de la géologie a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant attribution de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Yuaxin Mining Co. Limited. Le ministre a indiqué que la société Yuaxin Mining Co. Limited est une société anonyme à responsabilité au capital de 10 millions, au capital social de 10 millions de francs CFA. Elle est immatriculée au registre du commerce et des crédits immobiliers sous le numéro CA/BG 2021 B1444. En date du 13 septembre 2022, le département des mines et de la géologie a enregistré la demande de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines à Soso Nakombo, formulée et introduite par la société Yuaxin Mining Co. Elle a enjoint à son dossier de demande un rapport sur l'étude de faisabilité réalisée et un certificat de conformité environnementale et sociale délivré par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'État centrafricain, représenté par le ministère des Mines et la Géologie et la société Yuaxin Mining Co. Limited, ont convenu de la signature d'une convention minière conformément aux dispositions de l'article 50 de la loi numéro 09.005 du 29 avril 2009 portant code minier de la République centrafricaine, qui stipule que lors de la délivrance du titre minier, l'État conclut obligatoirement avec le demandeur une convention minière définissant le régime spécifique des droits et obligations des parties relatifs aux titres miniers et aux investissements à réaliser. Le projet de convention signé avec la société Yuaxin Mining Co. Limited a été soumis à l'approbation du bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 60 de la Constitution de la République centrafricaine. L'Assemblée nationale, après examen du projet de la convention minière, a autorisé par décision numéro 253/AN/P/PAN.22 la signature de la dite convention avec la société. Ainsi, la convention minière a été signée en date du 7 décembre 2022 et prévoit l'octroi à la société de 2 permis d'exploitation industrielle de petites mines. En outre, l'État bénéficie au sein de cette société, à titre de participation, de 15% de production brute. Étant entendu que la société Yuaxin Mining Co. Limited a satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention du permis d'exploitation industrielle de petites mines, en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la dénonciation des protocoles d'accord signés entre le gouvernement et la République centrafricaine et les sociétés privées Atlantique Cotonnier et Advance Géocoton. Le ministre a indiqué que le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural,
a signé 2 accords avec 2 sociétés privées étrangères afin de relancer et développer la filière cotonnière en République centrafricaine après la crise militaro-politique. Il s'agit des sociétés atlantiques cotonnières à capitaux turcs et la société Advance Géocoton à capitaux français. Le protocole d'accord avec la société atlantique cotonnière a été signé le 12 avril 2017 avec le gouvernement pour une durée de 10 ans, avec comme zone dédiée la préfecture de Loampende, avec la possibilité d'extension dans la zone de Bambari. Le second protocole d'accord avec la société Advance Géocoton a été signé le 12 juin 2017 avec le gouvernement pour une durée de 3 ans, avec comme zone dédiée le centre-est, notamment les préfectures de la Nanagribisi et de la Kémo autour de l'usine de Gifa. La signature de ce protocole d'accord s'inscrivait dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président public, chef de l'État, qui a fait de la diversification du partenariat son cheval de bataille pour une coopération dynamique gagnant-gagnant. Or, à ce jour, ces 2 sociétés n'ont pas manifesté la moindre volonté d'opérationnaliser l'accord qu'elles ont signé avec le gouvernement. En conséquence, malgré les multiples relances, il y a lieu de considérer le comportement de ces sociétés comme une renonciation tacite dès lors qu'il s'est écoulé plus de 5 années sans qu'elles ne fassent le moindre signe de vie. Afin de permettre au département d'engager des négociations avec d'autres partenaires plus entreprenants pour la reprise effective de ces activités au profit de nos cotonculteurs, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour notifier la caducité des 2 accords signés entre le gouvernement et les sociétés privées Atlantique Cotonnière et Advance Géocoton. Reprenons la parole. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a indiqué qu'il ne faut pas attendre pour relancer le secteur coton en République centrafricaine, car le développement de ce secteur conduit également au développement de la culture vivrière. D'autres pays producteurs en Afrique ne vivent en partie que de la filière cotonnière. À cet effet, il faut mettre en place une véritable stratégie de relance du coton à travers un programme national, a-t-il conclu. Au terme des débats, le Conseil a pris acte de la dénonciation des 10 protocoles et a instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur résiliation et d'entamer les négociations avec les futurs repreneurs. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'évolution du processus de mise en place d'un système d'assurance maladie en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que dans le cadre de l'exécution de sa lettre de mission, elle a relancé le processus de mise en place d'un système d'assurance maladie pour les fonctionnaires et agents de l'État à travers une réunion de concertation et d'échange convoquée à cet effet le vendredi 25 novembre 2022 dans la salle de conférence de l'hôtel Ubok. L'objectif de cette réunion est de présenter les différentes parties prenantes réunies au sein des comités de coordination, protection sociale et filets sociaux, l'état d'avancement de ce projet qui constitue une priorité pour le gouvernement décliné dans le pilier 2 du RCPCA. À cette occasion, les partenaires ont été entretenus sur l'historique du processus ayant abouti à la validation de l'étude de faisabilité de la création d'une caisse d'assurance maladie pour les agents publics validée en 2019 avec l'appui du Bureau international du travail BIT, mais qui n'a pas pu être réalisé pour des raisons financières.
puis la présentation de l'étude actualisée en 2022 en partenariat avec le PNUD, suivi de la remise du projet de texte de la création de cette structure aux partenaires sociaux pour enrichissement. Après cette présentation et débat, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a soumis à l'examen du Conseil deux notes. La première note est relative au projet phare de l'Organisation mondiale de la santé en matière de préparation et de riposte aux situations d'urgence. Le ministre a indiqué que la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé est la plus touchée par les urgences de santé publique, avec plus de 100 événements majeurs enregistrés chaque année. Ces événements sont principalement des flambées épidémiques telles que le choléra, la fièvre jaune, la méningite, la variole du singe, la rougeole et les fièvres hémorragiques virales, genre Ebola, Lassa, fièvre de la vallée du Rift. L'OMS, AFPRO, a relancé 3 projets visant à améliorer la capacité de 47 États membres à se préparer à détecter les urgences de santé publique et à s'y faire face. Il s'agit donc, entre autres, du projet phare PROSE, promouvoir la résilience des systèmes face aux situations d'urgence, le projet TAS, transformer les systèmes de surveillance en Afrique pour permettre une détection plus rapide des menaces de santé. Le projet SURGE vise à fournir le soutien d'urgence dont les pays ont besoin pour atténuer rapidement les crises, en veillant à ce que le gouvernement de chacun des pays soit équipé pour se mobiliser à répondre aux urgences de santé publique dans les 24 et 48 premières heures suivant la confirmation de l'événement. L'équipe sera pluridisciplinaire et comprendra les experts en laboratoire, les épidémiologistes, les anthropologues, les entomologistes, des vétérinaires, des administrateurs de données, ainsi que des experts tels que la logistique et la coordination des opérations sur le terrain, la lutte anti-infectieuse, la communication sur les risques, la sensibilisation des communautés, la violence sexiste, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la nutrition, les finances et l'administration, la santé mentale et le soutien psychosocial. À cet effet, le ministre a demandé aux chefs des départements concernés de bien vouloir mettre à la disposition de ce comité mis en place la liste de leurs candidats conformément aux domaines techniques et aux critères de sélection en annexe de la présente note. Après cette présentation, le Conseil en a pris note. La seconde note est consécutive à l'évolution de la lutte contre la pandémie du coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 en République centrafricaine, la situation épidémiologique à la date du 3 janvier 2023 se présente comme suit. 116 987 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 7 nouveaux cas confirmés en première semaine de l'année en cours du 2 au 5 janvier 2023 sur 243 personnes testées. 15 211 cas cumulés confirmés depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 15 098 patients guéris et 113 décès observés. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a présenté au Conseil une note relative à l'arrêté interministériel numéro 2/2023 MDERH-DIRCAV du 3 janvier 2023 fixant le nouveau prix à la pompe des produits pétroliers en République centrafricaine.
Le ministre a informé le Conseil de la signature le 3 janvier 2023 avec ses collègues en charge des finances et du budget et du commerce et de l'industrie d'un arrêté interministériel fixant le nouveau prix à la pompe des produits pétroliers. Il a rappelé que notre pays, à l'instar des autres pays au monde, a été confronté par de multiples crises, à savoir la pandémie du Covid-19, avec ses effets dévastateurs sur l'économie, également les crises climatiques, où on note aussi une forte réduction des échanges commerciaux, la guerre en Ukraine, qui a eu également d'importantes répercussions sur le marché de l'énergie et des denrées alimentaires, dont les effets se sont propagés à grande échelle, entraînant des tensions inflationnistes, la désorganisation des circuits de distribution de produits pétroliers et autres. Les prix du baril se sont envolés, rendant difficile le circuit d'approvisionnement. Tous les pays du monde se sont confrontés à une hausse des prix du carburant à la pompe à cause de la rareté des approvisionnements. Le gouvernement de notre pays est confronté à la même situation. Il faut noter que le gouvernement perd en recettes fiscales pétrolières plus de 2 milliards par mois. Malgré l'insistance des marketeurs qui avaient demandé avec insistance la hausse du prix à la pompe, le gouvernement, par souci de protéger la population, avait continué à subventionner le carburant à la pompe. À titre d'exemple, pour rappeler le montant réel que le gouvernement devrait faire appliquer en ce qui concerne les prix à la pompe. Le super, avant, le prix à la pompe était de 865. Le montant que le gouvernement subventionne est de 435. Le gazole était vendu à la pompe à 855. La subvention du gouvernement était de 595. Et le pétrole lampant, le prix à la pompe était de 645 et le montant subventionné par le gouvernement était de 505. Quand vous calculez les prix réels à la pompe, qui devaient être pratiqués par litre, et pour le super était de 1300, le gazole 1450 et le pétrole 1150. Si l'État continue de subventionner, la difficulté réelle est comment l'État devait faire pour satisfaire aux obligations régaliennes en s'acquittant des salaires, bourses des pensions et d'autres charges. Ces prix sont déjà pratiqués sur le marché avec des risques de vente de produits de mauvaise qualité qui continuent d'endommager les véhicules et autres outils de production. C'est pourquoi le gouvernement a procédé tout simplement au rétablissement du prix réel à la pompe afin d'arrêter les spéculations et maîtriser les circuits de distribution de fraude ainsi que les carburants de mauvaise qualité qui sont distribués un peu partout dans le pays. Le gouvernement a tenu donc à rétablir le prix réel à la pompe. C'est pourquoi le gouvernement remercie la population qui n'a pas cédé à la manipulation de certaines personnes dont leur rôle consiste à pousser à la révolte et également à remercier les syndicats et associations qui ont compris les enjeux et qui ont soutenu l'action du gouvernement. Le ministre a en outre informé le Conseil que d'autres mesures seront prises dans le cadre des concertations en cours avec les syndicats et les associations en vue d'apaiser le climat social. Après cette présentation et débat, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a présenté au Conseil la note relative au bilan à mi-parcours de l'opération Quaticoudron.
Le ministre a indiqué que lors du Conseil des ministres du 14 juillet 2022, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a engagé le gouvernement dans la lutte contre l'insalubrité au niveau de Bangui et ses environs. Les activités menées ont porté sur le ramassage des ordures, le curage des caniveaux, le nettoyage des marchés, des établissements d'enseignement, le déguerpissement des installations anarchiques, l'achat et la remise de matériel et outillage au comité d'action citoyenne des 9 arrondissements de Bangui, de Bimbo et Begwa, ainsi qu'aux fédérations de Koli-Waligara, des boulangers, de certaines organisations de la société civile, dont celles de nos villes de province. Le bilan élogieux de ces opérations a été rendu possible grâce au concours des mairies de Bangui, Bimbo et Begwa, des comités d'action citoyenne, du génie militaire, de l'Office national du matériel, de la Direction générale des grands travaux de la mairie, de la police municipale, de la Direction générale de la protection civile, des sapeurs-pompiers, de la Direction générale de la gendarmerie et de la Direction générale de la police, ainsi que des forces armées centrafricaines. Afin d'éviter l'interruption de cette initiative louable et salutaire du président de la République, chef de l'État, le ministre a sollicité l'appui financier du gouvernement en vue de continuer cette opération en 2023 et de répondre aux besoins pressants de la population en attendant les réponses de nos partenaires. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé de l'Éducation nationale a informé le Conseil que le Conseil d'administration de l'ONG américaine Cannot White a approuvé la subvention du programme d'éducation pluriannuel de la République centrafricaine à hauteur de 40 millions de dollars américains. Le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a informé le Conseil que la date de mise en exploitation de la fibre optique est finalement fixée au 6 février de l'année en cours. Le ministre chargé de la santé publique et de la population a rappelé le Conseil que le congrès de la Société centrafricaine de gynécologie obstétrique aura lieu le 10 janvier 2023 avec la présence de la directrice générale de l'OMS. Le gap financier de l'organisation de cette cérémonie est entièrement pris en charge par l'OMS, a-t-il précisé. Madame le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a informé le Conseil qu'elle est invitée le samedi 7 janvier 2023 par la communauté musulmane de Bossambélé pour participer à la cérémonie du retour des natifs musulmans de cette localité administrative avec l'appui du Conseil norvégien pour les réfugiés. Le ministre chargé des Transports et de l'aviation civile a informé le Conseil de la résiliation du contrat d'affermage avec la Socatraf. Cette résiliation a été notifiée au groupe Bolloré. Une administration provisoire sera mise en place dans les prochains jours. Il a également informé que le projet d'équipement du balisage de l'aéroport international de Bangui-Poko est arrivé à terme. Des équipements ultramodernes ont été livrés et une proposition de force conjointe de sécurisation de ces installations sera faite ultérieurement. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a informé le Conseil de la signature du premier contrat de performance institutionnelle entre M. le Premier chef du gouvernement et le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative à partir de sa lettre de mission et des plans d'actions opérationnels. Cet exercice permettra d'évaluer les activités ministérielles et il sera élaboré en collaboration avec le ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République en vue de développer la culture de redevabilité, a renchéri le ministre. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h45. Faite à Bangui, le 6 janvier 2023, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.